Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Cette semaine à l'émission, je reçois Annabelle Tremblay, conseillère en développement économique au SDLE à la MRC de Charlevoix, Sébastien Davis, lieutenant au service de sécurité incendie, et Anthony Dufour, copropriétaire d'Hydromel Charlevoix. Mon nom est Élisabeth Pailleur et vous regardez Ça se passe chez vous. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission. Très contente de vous recevoir. Alors, on va débuter cette semaine en parlant d'un projet pilote pour l'instauration de cotisations volontaires dans 3 sentiers avec Annabelle Tremblay. Bienvenue. Bonjour. Ensuite, on va parler avec Sébastien Davis qui, lui, va nous parler de prévention incendie et des feux en plein air. Bienvenue. Bonjour, merci. Et on va terminer avec Anthony Dufour qui va nous parler des multiples projets d'Hydromel Charlevoix. Bienvenue. Merci. Alors, on commence tout de suite avec Annabelle Tremblay. D'abord, j'aimerais parler du réseau des sentiers récréatifs dans Charlevoix. On en compte combien au total? Bien, dans la MRC de Charlevoix, là, il y a environ 215 km de sentiers. Donc, c'est pas banal, hein? Il y a quand même plusieurs sentiers. La MRC est gestionnaire d'à peu près la moitié de ces sentiers-là, donc à peu près une centaine de kilomètres. Puis il y a d'autres gestionnaires sur le territoire, les municipalités, Saint-Urbain, les Éboulements, Baie-Saint-Paul aussi. Il y a la traversée de Charlevoix. Le musée maritime aussi qui gère le sentier de la forêt marine qu'on connaît à Saint-Jean, les Éboulements. Puis même la coop L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François qui gère aussi un tronçon là, du sentier transcanadien. Donc, il y a la MRC qui est là, mais on partage aussi la gestion avec d'autres organismes infrastructures. Donc oui, on est quand même bien servi dans la MRC de Charlevoix en fin de sentiers récréatifs. Puis quand on dit récréatif, c'est-à-dire, bien, oui, il y a de la randonnée pédestre, mais il y a raquettes, il y a la course. Donc, tu sais, on a accès là, à 4 saisons. Vélo, bien sûr, oui. Il y a beaucoup de développement en vélo, effectivement. Je reviendrai éventuellement pour en discuter. Ça me fera plaisir de venir vous en parler un peu plus. Mais Annabelle, c'est quoi l'implication qu'a la MRC dans ce réseau-là? Bien, en fait, on est gestionnaire. Donc, on a la responsabilité, les assurances, l'entretien, tout ça, c'est la MRC là, qui en est porteur. Je vous dirais que bon an, mal an, c'est un budget de 20 000 à peu près qui est mis là, pour l'entretien. Donc, réparation des infrastructures, des ponceaux, des petites infrastructures, des marches. Et bien sûr, bien, il y a du temps homme là, pour tout ce qui est réparation, enlever les arbres morts, s'assurer que, bon, de la sécurité sur les sentiers. Donc, c'est quand même des montants là, qui sont importants, en plus des sentiers qu'on fait aussi pour du développement ou les projets. Donc, des fois, on va aller chercher des subventions pour pouvoir développer nos sentiers, dans le fond. Absolument. Puis, j'imagine que vous travaillez en partenariat avec les municipalités. Bien sûr, oui, toujours. En fait, ce qu'on a, c'est qu'à chaque année, on a un plan qui est fait, là, un plan d'intervention prioritaire. Qu'est-ce qui est à faire? Quel tronçon, il y a des réparations à faire et tout ça. Nous, on travaille avec Sentier Québec-Charlevoix, qui est l'organisme qui fait la gestion et puis tout l'entretien et les municipalités, bien sûr. Donc oui, à chaque année, il y a un plan qui est déposé, on y va avec les priorités, mais à chaque année, c'est sûr qu'il y a des arbres qui tombent, il arrive des imprévus. Donc, c'est à peu près ça là, qui arrive là, pour l'entretien. Et au niveau de la protection donc de l'environnement, de la sensibilisation chez les citoyens, mais également les visiteurs, qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle? Puis est-ce que, selon vous, là, selon la MRC, est-ce qu'il devrait y avoir une amélioration ou ça se passe bien? Ça se passe bien. Ce qui est fait, en fait, nous, on est membre là, de la carte de tourisme Charlevoix. Puis à l'intérieur, il y a quand même un code d'éthique, quoi faire, quoi ne pas faire. Dans les sentiers aussi, il y a de l'affichage. Donc, ça aide aussi là, les randonneurs là, à avoir la bonne éthique, la bonne pratique. Je sais que GAEP aussi a un projet éventuellement là, pour sensibiliser les gens, d'ailleurs, sur nos grands monts là, qui sont très, très achalandés, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas que les sentiers soient respectés puis qu'on reste dans les sentiers, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est à peu près ce qui est fait là, comme intervention là, pour s'assurer de la sécurité, puis que les gens là, ne sortent pas des sentiers puis respectent la nature. Là. Exactement. Est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si vous utilisez les sentiers dans Charlevoix, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous trouvez que c'est bien géré? Est-ce qu'il y a une bonne... En fait, moi, le seul que je prends souvent, c'est lui dans le parc du Gouffre. Là. Je ne sais pas si c'est lui qui vous gérez. Puis à toutes les fois, c'est super propre, super bien. C'est tout le temps bien fait. Là. Fait que c'est le seul de ma part que j'utilise. Qui est très utilisé d'ailleurs par les familles. Ça. Oui, absolument. Sébastien? Bien, moi, veux pas, je suis amené à toucher un petit peu à ce qui touche l'aspect de la sécurité là, dans les sentiers. Je travaille justement en collaboration avec Annabelle là, sur certains dossiers. C'est sûr que moi, les sentiers, je ne suis pas un grand utilisateur des sentiers, mis à part lorsqu'on est appelé pour aller chercher les gens, justement. Mais je pense que
pour dire, faire un petit peu du pouce à ce qu'Annabelle disait, la prévention, la sensibilisation, c'est important là, beaucoup là, de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques à avoir dans les sentiers. Que ce soit les vêtements qu'on doit utiliser, qu'on doit porter, se sensibiliser aussi à la météo. C'est important. Et, comme on disait, les sentiers peuvent être utilisés en raquette, en ski de fond. Donc, l'hiver, la météo est encore d'autant plus importante. Il se fie vraiment à la météo locale, mais pas à la météo, par exemple, de Baie-Saint-Paul, mais il se fie vraiment à la météo du mont en question. Donc, il y a beaucoup d'informations comme ça, je pense, qui sont importantes. Puis, je pense qu'ils font un bon travail à la MRC aussi à ce niveau-là. Oui, je crois. Là, en fait, c'est l'organisme qui fait l'entretien, tout ça, mais c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis d'avoir des sentiers en bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'arbres qui fait d'obstruction, bien, quand il y a des gens comme Sébastien qui vient faire des interventions d'urgence, bien, c'est important aussi d'avoir des infrastructures puis des sentiers qui sont bien entretenus. Là. Donc, ça fait partie de tout ça. Là. Annabelle, donc, il y a le projet pilote qui est instaurer des cotisations volontaires pour l'accès aux sentiers. On parle de quel sentier exactement? Il va y avoir 3 sentiers, qui va avoir une affiche à l'entrée qui va demander aux gens s'ils sont intéressés. On s'entend que c'est volontaire. Là. Nous, l'idée, c'était pas de dire on veut absolument que nos sentiers soient payants, puis on s'enligne pas vers ça nécessairement. Mais c'est 3 sentiers. Donc, le sentier de la Rémy, il y a le sentier de la Baie et sentier Gabriel-Ouest. Donc, on couvre Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-Paul. Il y a un peu Saint-Urbain avec le sentier de la Rémy, pardon. Oui. Donc, il va y avoir une grande affiche 24-36 qui dit si vous avez aimé votre randonnée dans nos sentiers, contribuez, aidez-nous financièrement. Donc, c'est un code QR, les gens prennent leur cellulaire et on a accès directement à la plateforme Endorphine, qui est une plateforme qui est utilisée par plusieurs centres récréotouristiques là, pour vélo de montagne, les sentiers de raquettes d'hiver, quoi que ce soit, pour la billetterie de journée, tout ça. Donc, on utilise cette plateforme-là, qui est une entreprise québécoise, même de la capitale nationale, une jeune entreprise. Donc, pour nous aussi, c'est important d'encourager le local. Oui. Donc, c'est un projet pilote, tu l'as bien dit, Elisabeth. Donc, on commence cette année avec 3 sentiers, puis on va voir si ça peut générer des revenus. On cible beaucoup la clientèle de visiteurs. Hein. Les citoyens, c'est pas nécessairement... on veut pas nécessairement que ce soit les gens de Charlevoix qui cotisent, mais on essaie de voir si la clientèle touristique ou ceux qui sont habitués de venir, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui viennent aller-retour dans Charlevoix faire des sentiers, là, des excursionnistes qui disent « Moi, j'arrive le matin puis je repars le soir. Donc, on n'a pas nécessairement d'objectif de revenus. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça peut générer. On va le mettre dans l'entretien, bien sûr. Hein. On s'entend que ça va aller directement dans le budget d'entretien des sentiers. Oui. Puis l'idée avec ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous donner on va avoir des données. Les gens viennent de où, ils sont venus avec combien de personnes. Donc, éventuellement, si on veut faire de la promotion de nos sentiers, bien, on va avoir une meilleure idée d'où est-ce que se retrouve notre clientèle, nos usagers, est-ce qu'ils reviennent, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Un aspect questionnaire un peu? On pourrait, oui, ajouter des questions. Okay. Par exemple, combien de personnes vous accompagnent? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Combien de fois? Oui, on pourrait, sans en mettre trop, là, parce qu'on ne veut pas non plus... Que ce soit rapide. Aller chercher une satisfaction aussi, peut-être? Aller voir si les gens ont aimé leur randonnée. On pourrait, on va avoir les coordonnées des gens, donc on pourra revoir de quelle façon les gens pourront nous recontacter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener cette philosophie-là, de dire, bien, nous, on cotise, on a aimé notre randonnée, c'était gratuit, mais on aimerait que ça perdure dans le temps puis que l'entretien se fasse bien. Puis l'idée, c'est pas de développer à outrance des sentiers non plus. Tantôt, on parlait de respect de l'environnement, mais c'est vraiment de maintenir, de consolider ce qu'on a vraiment de fait puis que ça soit de qualité là, quand les gens vont venir, puis sécuritaire. Puis le choix de ces 3 sentiers-là, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'ils soient vraiment fréquentés ou qu'ils sont fragiles, ou c'est quoi un peu qui a guidé votre choix? Pas nécessairement. On est allé avec 2 sentiers, oui, effectivement, 3 sentiers qui sont très fréquentés. Okay. L'idée, c'était de dire, on commence avec ceux-là. L'accès à Internet aussi, c'est important, parce que les gens avec l'application devaient avoir accès à Internet directement. Parce qu'on sait que souvent, c'est des... On ne le fait pas en revenant chez nous, là. C'est tout de suite, c'est sur place. Tu vois la pancarte, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Puis comment ça fonctionne? Donc, très simple. Les gens arrivent avec leur téléphone, voient la pancarte. Maintenant, avec les cellulaires, on n'a plus besoin de l'application pour les codes QR. Là, il va seulement avec l'appareil photo. On scanne avec l'appareil photo, puis on clique sur le lien. Puis c'est très simple. Il y a un choix de montant, 5, 10, 15 ou 20, je crois. Là. Puis on clique. Puis c'est très simple. Je pense que comme 4-5 étapes maximum. Là, ils ne demandent pas d'adresse. À finir, je pense que c'est juste le code postal. Donc, c'est rapide. Là, les gens vont pouvoir... C'est pratique quand même. Oui, j'ai hâte de voir. En tout cas, c'est un bel outil pour vous. Oui, ça va nous donner un petit peu de data. Ça va être intéressant de voir qui utilise nos sentiers.
Puis, bien, ultimement, comme je disais tout à l'heure, bien, on va le redépenser dans les sentiers. Donc, tu sais, c'est important c'est quand même un projet qui est intéressant pour ça. Est-ce que vous avez un échéancier, là? Tu disais que, bon, il n'y a peut-être pas de but en tant que tel, mais est-ce que j'imagine que vous avez des prévisions? On ne s'est pas mis nécessairement d'objectif, Okay. je vais être franche avec vous, mais tant mieux, on sera surpris si ça fonctionne bien. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment ça va, puis cheminer. Puis si ça fonctionne bien, on pourra en remettre dans d'autres sentiers l'année prochaine. Pour l'étape 2, la phase 2. Exactement. Oui. Annabelle Tremblay, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On prend une courte pause et ensuite on revient avec Sébastien Davis. On parle maintenant de sensibilisation et de prévention incendie avec Sébastien Davis, qui est lieutenant au service de sécurité incendie. Bonjour Sébastien. Salut. Bienvenue à Ça se passe chez vous. Bien, merci beaucoup. On va commencer par le feu en plein air. Le beau temps est de retour, on est très excités, on veut faire des feux un peu partout sur notre terrain, de préférence. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un feu en plein air à ce temps-ci de l'année? Bien, on a été chanceux dans les derniers jours, on a eu beaucoup de pluie, Oui. mais il n'empêche que le mois de mai, le mois d'avril, lorsqu'on termine l'hiver, c'est vraiment la période la plus critique de l'année, je vous dirais, où est-ce qu'on doit faire des feux à l'extérieur. C'est sûr que, là, je ne parle pas de feux récréatifs, là. Évidemment, il y a différents types de feux. Alors, vous êtes à la maison, vous avez un foyer à l'extérieur, vous voulez faire un petit feu récréatif. Évidemment, il y a des règles de sécurité à avoir. Oui. Par contre, c'est moins risqué que quelqu'un qui décide de faire un feu d'abattis, qu'on appelle. Oui. Donc, a des branches, fait un ménage printanier sur son terrain, fait un tas de branches, et là, décide qu'il veut le brûler. C'est sûr que ce n'est pas le moment idéal. Pourquoi? L'hiver se termine, Oui. donc la neige a fondu, a laissé une végétation très sèche, pas de verdure, donc pas de feuillage. Quelques heures d'ensoleillement seulement, du vent, et c'est très sèche, donc c'est un combustible hautement inflammable. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le moment idéal là, pour faire ça. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments à avoir comme sécurité à faire, là, évidemment. Mais il y a aussi l'aspect aussi de demander une autorisation au service incendie qui est important. OK. Ne pas oublier aussi que cette demande d'autorisation-là doit être faite là, 12 mois par année, donc 365 jours par année. C'est sûr que nous, lorsqu'on arrive à cette période-ci, on est un petit peu plus... on est à frein un petit peu sur les demandes d'autorisation, donc on a une plus grande vigilance là, à cet effet-là, voire même qu'on arrête les demandes d'autorisation dépendamment des périodes. On se fie beaucoup ce qu'on appelle le danger d'incendie de la SOPFEU. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. La SOPFEU, donc, qui est l'organisme de protection des forêts ici au Québec, qui s'occupe de la sensibilisation, mais aussi de la lutte contre les incendies en forêt. Oui. Et ont un indice de feu qu'on appelle, qui publie à chaque jour. Donc, à chaque jour, on a un indice de feu, et nous, on se base beaucoup là-dessus aussi pour émettre nos recommandations pour la journée, etc. Donc, on est beaucoup là, à l'affût de cet indice-là. Puis évidemment, bien, si les conditions ne sont pas propices, nous, à ce moment-là, si les gens nous appellent, bien, on leur demande de ne pas faire le feu là, pour l'instant qu'on ne les autorise pas. OK. Cette autorisation-là, elle est gratuite. Il n'y a pas de frais associés à ça. Par contre, c'est juste que c'est interdit, finalement, de faire un feu à l'extérieur, à ciel ouvert, à moins d'avoir l'autorisation du service incendie, et ça, dans toutes les municipalités de la MRC. OK. Pas juste à Baie-Saint-Paul, OK. vu qu'on a tous le même règlement incendie. Donc, c'est la même chose là, qu'on soit à Saint-Urbain, aux Éboulements, à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est tous le même règlement. Donc, ça, c'est important. Si on veut faire une autorisation, bien, c'est assez simple. Il faut appeler au service incendie. On a un numéro qui est où est-ce qu'on a un officier de garde qui va répondre au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr qu'on privilégie les demandes en semaine, donc de 8 heures à 5 heures, étant donné qu'on a des gens en caserne qui sont là pour... Mais ça peut arriver, je dis ça parce que souvent, les gens vont faire ça la fin de semaine. Ben oui. Arrive le samedi matin, « Oh, il fait beau, on appelle, puis là, oui, j'ai allumé, là, pouvez-vous me faire une autorisation? C'est parce que c'est ça. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là. Oui, on peut le faire quand même, mais c'est sûr que l'aspect préparation est important aussi. Donc, on aime beaucoup sensibiliser les gens lorsqu'ils nous appellent, leur dire « Vous devriez faire ça de telle façon, sécuritairement. » Puis, bien, en semaine, on est capable même d'aller valider sur place, d'avoir du temps avant le brûlage pour dire bien, est-ce que votre site est sécuritaire? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de sécurité à respecter quand même. Notamment, là, évidemment, la dimension là, du tas. Du feu, ou du tas, oui. Donc, souvent, ce qu'on associe facilement, c'est la grosseur d'une voiture. Là, c'est le tas, la grosseur maximale qu'on accepte, nous, ici. C'est toujours un tas à la fois. Des fois, il y a des gens qui ont plusieurs tas à brûler. Oui. Évidemment, nous, on demande de faire un brûlage un tas à la fois. Alimenté au fur et à mesure. Donc, si on a plusieurs tas à brûler, bien, on se fait un site de brûlage. Oui.
puis on alimente nos branches au fur et à mesure, ce qui fait en sorte que l'élément de sécurité qui est primordial aussi, c'est d'avoir quelqu'un sur place en permanence. C'est ça qui Donc, est là au cas où ça dégénère. Et voilà, donc ça, c'est que ce soit un feu récréatif, comme on disait tantôt, dans un foyer à l'extérieur, c'est sûr que ça demande une vigilance quand même. Mais peu importe le feu qu'on fait à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place là, tout le long que le feu est allumé là, à l'extérieur. Puis le fait d'amener des branches, de l'alimenter au fur et à mesure, bien, ça garde la personne sur place. Des fois, les gens ont tendance à partir le feu puis à aller continuer à faire le nettoyage du terrain. Mais c'est important d'être là sur place, d'avoir un équipement de protection aussi, donc un bois d'arrosage, des chaudières à eau, râteau, pelle, extincteur, donc des éléments de sécurité aussi là, qui sont importants pour ça. Puis il faut être à quelle distance, disons, du garage ou de la maison? J'imagine que c'est vraiment important là, de ne pas être collé. Très important, en effet, dépendamment du type de feu qu'on fait. Si on parle d'un feu récréatif, on fait dans un foyer à l'extérieur, dans la cour arrière, ça prend un dégagement de 10 pieds autour du foyer. OK, quand même. Donc 10 pieds de toute matière combustible, bâtiments, comme vous disiez, mais aussi arbres, arbustes, haies, etc. Donc ça, c'est important aussi. Puis lorsqu'on fait un brûlage à l'extérieur, bien, ce qu'on demande, c'est 5 fois la hauteur du tas. Donc si on a un tas, par exemple, de 2 mètres de haut, il faut que ça soit un dégagement de 10 mètres. Puis là, c'est 10 mètres, c'est quand même un bon dégagement. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce dégagement-là. Il est là, ces dimensions-là ne sont pas prises au hasard. C'est vraiment important de les respecter. Parce que c'est d'autant plus si on fait ça à proximité de la forêt ou quoi que ce soit. C'est d'autant plus important de respecter ces distances-là. Puis Sébastien, est-ce qu'il y a des alternatives au lieu de, allumer les branches? Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ça? Est-ce qu'on peut aller les porter ailleurs? Absolument. Bien sympa. Puis dans Charlevoix, en général, on est chanceux. On a un bel éco-centre. Toutes les branches peuvent être allées porter là sans problème. Donc, ça, c'est une des options. Compostage, si les gens font du compostage à la maison aussi, le feuillage, etc., là, peut être utilisé aussi là, pour le compostage. Donc, c'est deux solutions qui sont quand même intéressantes. C'est sûr qu'on entend souvent les gens, oui, mais là, j'ai beaucoup de branches, les transporter. Il y a beaucoup d'excuses, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça dans les faits. Finalement, c'est sûr que c'est la solution facile d'effectuer un brûlage. Par contre, si on veut respecter l'environnement, puis on est rendu en 2022, je pense que on est rendu là. Transporter nos branches, c'est pas plus grave que ça. On va les porter à l'éco-centre. Il existe même j'ai un de mes collègues, justement, qui lui a ce qu'on appelle un chipper. Là, donc, ça broie les branches, donc met ses branches à l'intérieur, puis ça finit dans des beaux petits copeaux là, pour mettre dans le paillis, etc. Donc, c'est bien intéressant aussi à ce niveau-là. Il y a plusieurs solutions. Donc, on voit que le brûlage, c'est un peu la solution de la dernière chance, là, si on veut. Puis, en plus, dans cette période-ci, le mois de mai, juin, là, faire attention. Là. Idéalement, faire ça quand il y a un petit couvert de neige là, à l'automne. La saison est terminée, première neige, il est tombé là, une petite précipitation de neige. On fait ça, il y a plus ou moins de danger à ce moment-là. Donc, c'est sûr que... Puis les feuilles, souvent, si on a fait notre ménage au printemps, puis on garde nos branches, bien, ils vont être secs. Ils vont être secs rendus à l'automne. Puis souvent, si on les coupe puis on veut les brûler tout de suite, bien, c'est moins évident. Tout à fait. On continue en prévention. Je sais que les gens ont sorti leur barbecue. Ils mettent ça très souvent sur le patio. Est-ce que c'est une chose qui est sécuritaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, au niveau des barbecues, les éléments de sécurité qui sont à respecter, c'est sûr qu'il faut éviter de le coller trop près de la maison. Ça, c'est bien évident. Que ce soit sur un patio couvert, c'est sûr qu'idéalement, si on a un patio fermé, il ne faudrait pas le mettre là. Par contre, si on a un patio à l'air libre comme ça, il n'y a pas de problème, en tant qu'il soit dégagé de la maison. Autre chose qui est importante, c'est l'entreposage du propane. Si on a un barbecue au propane, la bonbonne de propane, évidemment, c'est toujours à l'extérieur. Pas dans les garages, pas dans les remises. Donc, c'est des cylindres qui sont faits pour être dehors. Donc, je sais que la majorité des gens mettent ça dans leur remise à l'extérieur. C'est sûr qu'idéalement, on devrait toujours le laisser à l'extérieur. Puis ceux qui ont des garages annexés à leur maison, bien évidemment, pas mettre ça dans le garage, ça fait pas une partie de la maison. Donc, à éviter, là, absolument. Absolument. Puis, je sais que vous faites des visites chez les citoyens. Oui. Est-ce que c'est quoi les recommandations que vous faites, règle générale? Bien, lorsqu'on passe, il y a deux objectifs. Lorsqu'on passe en visite de prévention, principalement, l'objectif
qu'on a, c'est de s'assurer que les citoyens sont en sécurité. Oui. Et le deuxième objectif, c'est de s'assurer que les gens respectent le règlement incendie, parce que oui, je le disais tantôt, on a un règlement incendie. On parle des feux extérieurs, mais on parle aussi de tout ce qui touche la prévention incendie à l'intérieur. Donc, lorsqu'on parle d'avertisseurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, extincteurs, les appareils de combustion. Donc, c'est tous des éléments qu'on valide lorsqu'on passe chez les gens, donc dans les préventions, soit résidentielles, mais aussi dans le commercial. Justement, on est allé voir Anthony il y a quelques semaines faire une visite. Mais dans le résidentiel, souvent, c'est les pompiers qui vont passer, faire une visite de prévention, puis on va vérifier ces éléments-là principalement. C'est sûr, on met un accent beaucoup sur l'avertisseur de fumée, donc la détection. C'est ce qui sauve des vies, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, je vous dirais, rendu en 2022, les gens sont pas mal compris le message là, en général, là, un fort pourcentage. L'avertisseur de fumée, ça a commencé à bien rentrer. Où ce que ça manque un petit peu, c'est au niveau de l'avertisseur de monoxyde de carbone qui est encore un peu méconnu. On connaît, c'est ça que j'allais dire, on connaît un peu moins. Donc, le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est associé à la combustion. Aussitôt qu'on a quelque chose qui brûle, que ce soit un combustible solide, que par exemple le bois, que ce soit de l'huile ou du propane, une voiture dégage du monoxyde de carbone, n'importe quel moteur, finalement. Donc, lorsqu'il y a du monoxyde de carbone dans la maison, ce qui est dangereux, c'est que le monoxyde de carbone, bien, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir. Donc, il n'y a aucun moyen pour l'humain de le détecter soi-même. Donc, ça prend un détecteur. C'est pour ça qu'on demande aux gens qui ont des appareils de combustion à l'intérieur de la maison ou un garage annexé d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone à la maison. Donc, ça, c'est important. Puis, au niveau, à quel moment on doit changer un avertisseur? Tu sais, je sais qu'au niveau des batteries, ça, c'est souvent quand on change l'heure, ce qui est un super truc, mais je sais ça a une durée de vie, finalement, un avertisseur. À quel moment on les change? Est-ce qu'on doit absolument suivre l'étiquette? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les avertisseurs de fumée ont tous une date de péremption qui est indiquée sur le côté du boîtier. Donc, lorsque l'appareil est fixé au plafond, on n'est pas obligé de le défaire pour voir nécessairement la date de péremption. Donc, elle est affichée là, sur le côté. S'il n'y a pas de date d'affichée sur l'avertisseur de fumée, ça veut dire qu'il y a plus que l'âge requis. Donc, ça, c'est sûr et certain. Avant, on disait 10 ans, la durée de vie d'un avertisseur de fumée. Maintenant, ça dépend vraiment du fabricant. Ça va de 10 ans à 12 ans, dépendamment du modèle. Mais il faut vraiment se fier à ce qui est indiqué sur l'appareil. Oui, c'est ça. Donc, s'il n'est pas indiqué, ça veut dire qu'il y a plus que 10 ans parce que ça fait déjà plus que 10 ans que les compagnies ont mis une date sur leur appareil. Donc, si vous êtes à la maison puis vous constatez que votre avertisseur de fumée, il n'y a pas de date sur le côté, bien, arrêtez de vous questionner. Il faut que ce soit changé là, à ce moment-là. Simplement. Donc, ça, c'est important finalement de toujours respecter les recommandations du fabricant. Et c'est la même chose pour les avertisseurs de monoxyde de carbone. La seule différence que les gens, je vous dirais à 99 % du temps, lorsqu'on passe en visite de prévention, la différence avec les avertisseurs de monoxyde, c'est que la date n'est pas nécessairement inscrite dessus. Il faut l'inscrire soi-même. Lorsqu'on l'achète, il y a un petit endroit pour l'écrire soi-même. Parce que, dans le fond, l'avertisseur de monoxyde, lui, sa durée de vie est comptée à partir du moment où il est mis en fonction pour la première fois. Donc, lorsqu'on le branche ou on le met en fonction, comparativement à un avertisseur de fumée, lui, c'est sa date de fabrication, c'est 12 ans ou 10 ans après. L'avertisseur de monoxyde, si vous l'achetez et vous le posez 1 ou 2 ans plus tard, bien, vous le branchez, puis sa durée de vie, par exemple, c'est 10 ans. Bien, lui, c'est à partir du moment où est-ce que vous l'avez branché, mais il faut avoir indiqué dessus soi-même, par exemple, qu'il faut le changer en 2032 si on l'a acheté ou posé en 2022. Donc, ça, c'est des éléments. Là. Et peut-être en terminant, est-ce que j'ai vu que vous aviez un formulaire d'auto-vérification? Oui. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès puis peut le remplir? Oui, bien en fait, d'autant que vous avez un accès à Internet, vous êtes en mesure de le remplir parce que c'est un formulaire web qu'on a créé là, justement l'année dernière. Par rapport à la pandémie, justement, on a fallu se réinventer un petit peu dans la prévention. Il a fallu arrêter de faire du porte-à-porte, évidemment. Donc, on a essayé de trouver des solutions. C'est ce qui se faisait un peu ailleurs, formulaire d'auto-vérification papier, etc. Nous, on a opté de dire, écoutez, on est rendu quand même en 2021. Je pense que l'Internet est là pour nous aider. Puis, donc, on a un formulaire qui est disponible sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul, dans la section incendie. Très facile à remplir. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un Google Form, pour ceux qui sont un petit peu habitués. Là. Puis on y va tranquillement, un par un, étape par étape. Puis on peut le faire nos vérifications en même temps de faire le formulaire. Fait que ça peut prendre, dépendamment si on se donne vraiment la peine, ça peut prendre une dizaine, 10-12 minutes, là, faire les vérifications. Puis on a des photos à l'intérieur. Par exemple, là, je parlais de la date tantôt de l'avertisseur de fumée. Bon, on vient indiquer elle est située où normalement.
quoi faire comme vérification, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a la possibilité d'aller le faire directement sur notre site Web. Nous, on fonctionne beaucoup aussi avec des accroches-portes ou des envois de lettres qu'on fait, où est-ce qu'on demande aux gens d'aller remplir le formulaire aussi, dépendamment des secteurs qui sont visés là, durant les préventions pour l'année. Oui. Donc, il y a ces possibilités-là qui sont... Puis ça fonctionne quand même assez bien, surprenamment. C'est efficace. Au début, seulement avec la médiatisation, ça a été plus ou moins le départ qu'on pensait. Okay. Par contre, avec l'envoi de lettres et accroche-porte jumelé à ça, on va chercher vraiment là, des gens là, pour le remplir. Donc, c'est intéressant. Fait que c'est des visites de moins qu'on a à faire pour les gens de terrain. Parce que, on ne se cachera pas, les pompiers sont volontaires. Oui. Donc, ils ont tous un autre emploi. Donc, c'est quand même difficile. Ici, donc, la caserne à Baie-Saint-Paul. Oui, en majorité. On est 4 à temps plein là, ici à Baie-Saint-Paul, mais le reste des pompiers, on est 40. Donc, le reste des pompiers sont tous volontaires, donc répondent aux appels, puis aux activités en caserne, pratiques, etc. Puis, ils font de la prévention aussi pour ceux qui peuvent le faire, parce qu'ils ont tous un autre emploi. Oui. Donc, maintenant, c'est rendu difficile de jongler avec ça. Donc, trouver des pompiers qui vont faire les visites de prévention. Donc, en jumelant le formulaire d'auto-vérification, bien, on essaie d'aller atteindre nos objectifs le plus possible là, à ce niveau-là. Sébastien Davis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on dit aux gens, soyez prudents. Oui, soyez vigilants. Soyez vigilants, merci. On prend une courte pause et on revient au retour avec Anthony Dufour. Je m'entretiens maintenant avec Anthony Dufour, copropriétaire d'Hydromel Charlevoix. Bonjour Anthony. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. J'imagine que vous avez beaucoup de travail à l'heure actuelle. Oui, on a beaucoup de projets en cours. Là. Ça va très, très bien pour nous avec les abeilles cette année. En plus, là, on fait une très bonne saison. Il faut comme rattraper notre hiver qui a été catastrophique. Fait qu'on est en train de remonter notre cheptel d'abeilles. Mais pour l'instant, ça va très, très bien. Là. On réussit à tout faire ça. Je voulais commencer par parler peut-être de l'origine du projet parce que je ne sais pas si, bien, sûrement que Annabelle, tu connais, et peut-être Sébastien aussi. Oui, c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure. Hydromel Charlevoix, bref, vous avez de super beaux produits. Oui. Ça fait presque un an que vous existez, finalement. Oui, bien, en fait, Hydromel Charlevoix, là, ça fait environ 4 ans et demi, 5 ans qu'on travaille sur le projet. Ouais. Ça fait 5 ans. On a commencé avec Alexandre Côté comme mon associé. Ouais. On a travaillé sur faire de l'alcool artisanal de la façon la plus éco-responsable possible. Fait que de fil en aiguille, on est arrivé au fait de trouver la façon qu'on fait, qui est d'avoir des ruches qui fait du miel, qu'on récolte le miel pour faire de la boisson à base de miel. En fait, on fait ça parce que le miel redonne beaucoup à la nature par les abeilles redonnent beaucoup à la nature par différents facteurs, par la pollinisation, par plein de choses. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment choisi puis les abeilles également, ça fait pas c'est pas besoin d'avoir de l'eau intensivement. T'sais, mettons comme du grain, ça prend de l'eau. Des vignes, ça prend de l'eau. Tandis que nous, on n'a pas besoin d'eau. C'est vraiment juste les abeilles qui font le travail. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi les abeilles, en fait. Fait qu'on voulait faire l'alcool le plus artisanal et éco-responsable possible. Oui. On est arrivé avec ce produit-là, qui est un vin, en fait, de miel. On fait des vins et des spiritueux. Fait que c'est vraiment des produits qui sont différents. Présentement, on roule environ à 7-8 produits différents. Oui. Fait qu'on a des spiritueux, on va du gin. On travaille sur whisky. Okay. Il y a le rhum qui sort dans les prochaines semaines. J'ai l'absinthe qui sort sûrement la semaine prochaine. Wow. Fait qu'on travaille sur plein de spiritueux. Puis en contrepartie, on fait du vin également. Fait qu'on travaille sur plein de produits super trippants. Là. Une batch des pétillants naturels qui vont sortir là, dans les prochaines semaines pour l'été. Oui. Fait qu'on s'amuse vraiment là-dedans. Fait que c'est tous des produits qui sont, pour la majorité, c'est des produits qui sont secs. Souvent, les gens vont penser que vu qu'on travaille avec le miel, ça va être des produits qui vont être sucrés. Mais non, on est vraiment dans le produit sec. On parle de 1,2 à 20 grammes de sucre par litre pour les plus sucrés, mais ça, c'est vraiment dans nos vins plus de dessert, en fait. Mais la majorité vont être 1, 2, 3, 4, 5 grammes de sucre. On veut vraiment des produits secs, un peu comme des vins qu'on va retrouver à la SEQ, des vins de raisin vraiment normaux. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y goûter? Non, non. Pas encore. Ils nous ont pas fait goûter quand on est allé. Non, à l'inspection incendie, ils ne voulaient pas goûter. Ce que j'aime, c'est les noms aussi que vous avez donnés à vos produits. En fait, on a travaillé les noms. Le problème qu'on a avec le problème qui est un avantage, c'est qu'on travaille beaucoup dans le micro-terroir. C'est que nos ruches, dépendant où ils vont être, dépendant de l'année, ils vont avoir un miel qui va être différent d'année en année, puis différent d'emplacement en emplacement. Fait que mon miel qui est à Saint-Antoine ou le miel qui est à la Malbaie ne coûtera pas nécessairement pareil. Fait que ce qu'on fait dans le fond pour les différencier, tous nos produits fonctionnent comme ça. C'est que, mettons, j'ai le miel, j'ai mon vin qui s'appelle le Saint-Laurent, qui va être notre vin qui vient du Rang-Saint-Laurent. J'ai le vin Saint-Antoine qui vient du Rang-Saint-Antoine. J'ai le vin, mettons, Rivière-Malbaie qui vient de Rivière-Malbaie. J'ai le vin Rang-5 qui vient du Rang-5. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet d'avoir un micro-terroir. Ça fait aussi que l'année d'après, je peux justifier que mon vin ne goûte pas parfaitement, que mon miel est différent. Fait que mon vin va être différent, c'est ma base, mon miel. Fait que c'est pour ça qu'on travaille comme ça pour avoir une variété de produits qui est super intéressante. On sent vraiment le terroir. Fait que le miel de Saint-Antoine puis le miel de Malbaie,
c'est deux terroirs de miel complètement différents. Tu sais, il y en a un qui est plus sur l'esclapiade, plus sur les fleurs sauvages, il y en a un qui est plus sur la luzerne. Fait que c'est deux produits complètement différents. Au point de vue marketing, c'est intéressant, puis sentiment d'appartenance. Oui, vraiment. Tu sais, on sait vraiment, tu sais, les gens de la Malbaie disent je veux Rivière-Malbaie, tu sais, dans le sens que tu as un sentiment d'appartenance un petit peu. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment un aspect logistique pour nous. Puis c'est vraiment la façon la plus simple qu'on a trouvée. Puis on a tellement une belle région, fait que d'exploiter tous les micro-terroirs. Puis nous autres, on est dans l'aspect d'origine aussi, un peu. Oui, vraiment, dans l'appellation un peu d'origine contrôlée. Puis il y a l'aspect aussi, tu sais, que les gens, on leur sert, tu sais, quand on vend une bouteille en ligne ou on vend une bouteille en boutique, on leur offre aussi notre carte postale qui vient avec la, fait que j'ai comme le rat Saint-Laurent, mais j'ai la carte postale avec les photos des ruches du rat Saint-Laurent. Fait que ça leur met un peu dans l'esprit de voir un peu, en tant qu'apiculteur, nous, qu'est-ce qu'on ressent dans les ruches. Ben oui, tu sais, c'est ça qu'on fait. En fait, on fait un produit haut de gamme qui est vraiment très, 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 très bon. C'est super. Ouais. Bravo. Puis, ça continue à évoluer. Là, tout récemment, il y a eu la vente récente d'actifs, si je peux dire, de la mielerie du Cratère. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour Hydromiel Charlevoix? Bien, en fait, ça représente un beau paquet de travail. En fait, ce que ça va faire, ça va changer un petit peu la donne. C'est que Mathieu nous a approché il y a quelques semaines pour nous dire que lui, il prévoyait arrêter. Puis qu'il voulait qu'on reprenne ça. Fait que c'est comme lui qui est venu approcher avec ça. C'est pas nous qui étions allés le voir. C'est vraiment lui qui est venu nous voir. Fait que c'est encore plus le fun comme ça. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est que les ruches restent dans la région, puis que le monde de la région puisse continuer à avoir du miel régional. Fait que c'est pour ça que nous autres, on a comme pensé à ça. Puis vu qu'on a eu beaucoup de pertes dans nos ruches, c'était comme on cherchait des ruches déjà. Fait que Mathieu est arrivé avec ça, c'était comme un no-brainer. On n'a comme pas eu le choix de dire OK, ben garde, c'est sûr qu'on peut pas manquer cette opportunité-là. Fait que c'est comme venu facilement comme ça. Ce que ça va faire, en fait, la question de la mairie du Cratère, ça va nous permettre de progresser beaucoup plus vite qu'on était supposé le faire en réalité. C'est que là, on s'enligne pour tomber à 500 ruches à la fin de l'été. En général, c'était dans 2 ans qu'on tombait à 500 ruches. Okay, on fait comme un petit peu prévoir. Tu sais, comme là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu victime de notre succès. Les bouteilles, ça part très, très vite. Fait qu'on veut vraiment se backer pour être sûr de ne pas fournir à la demande, en fait, pas manquer de produits, puis être sûr de pouvoir croître là, vraiment le plus vite possible, puis d'avoir le plus de points de vente, puis plus de... Puis, est-ce que vous allez vendre du miel? Oui, en fait, c'est ça. Avant, on ne vendait pas de miel. Nous autres, la philosophie, ça a toujours été on ne vendait pas de miel. Mais là, avec Mathieu qui arrête d'en vendre, on va vendre du miel dorénavant. Fait que, d'ici la fin de l'été, il devrait sortir nos premiers miels. Là. Fait qu'on on va distribuer également du miel dans les épiceries, dans les dépanneurs, dans les petites boutiques. Fait qu'on va pouvoir vendre du miel. Fait que c'est vraiment de quoi qui va être... On va rajouter une corde à notre arc de plus. On fait déjà la tournée des dépanneurs, tout ça. Fait que rendu là, de leur offrir du miel, c'est juste un produit de plus. Ça bonifie, là. Ça bonifie là, vraiment. Sûr. Puis c'est super le fun. Puis le miel, ça a une expérience du terroir qui est unique. Tu peux goûter le terroir vraiment facilement. Puis on veut aussi exploiter le client qui va acheter notre bouteille va pouvoir avoir le même miel que la bouteille qui a été faite. Fait que ça va vraiment on va essayer d'aller dans des jonctions comme ça pour que ce soit vraiment pertinent pour le client que oui, tu peux boire la boisson, mais tu peux boire le miel aussi. Fait que ça va vraiment être le miel de la même place avec le vin de la même place. C'est logique, c'est bien. Fait que dans le marketing, c'est le même qu'on s'enligne. Fait que ça va super bien. Puis là, on peut pas ne pas parler des abeilles qui meurent, si je peux dire, puisqu'on en parle. Est-ce que ça a beaucoup affecté votre stock? Est-ce que vous prévoyez travailler différemment? Ça ressemble à quoi? En fait, là, ce qui s'est passé, c'est partout au Québec. Premièrement, c'est pas juste à Charlevoix, c'est partout au Québec que c'est les abeilles. Ils ont un parasite qui s'appelle les varroas. C'est un parasite qui va... c'est environ gros comme ça, mettons sur un humain, c'est environ gros comme ça. Fait que c'est comme un genre de gros sangsue qui va se mettre sur le dos des abeilles puis qui va les siphonner. Tout simplement, ils vont les... Fait que, attends, après, elle peut faire une couple de jours, une couple de semaines, mais elle ne fera pas jamais son hiver au complet avec un gros handicap comme ça. Fait que ce qui se passe, c'est que ça fait des déclins de colonies. Fait que ça se fait qu'on arrive à l'automne, puis on ouvre nos ruches, puis elles sont toutes mortes. On arrive au printemps, puis elles sont toutes mortes. Fait que d'autres, ce qu'on a fait cette année pour contrer à ça, c'est qu'on a pu racheter la mairie du Cratère qui nous a pallié un peu à notre perte, dans le fond. On a réussi à pallier à ça. Ce qui nous aide aussi, c'est qu'on fait notre propre élevage de reines. C'est que nous autres, on a un endroit, un rucher, qu'on fait notre génétique de reines avec nos propres ruches et on fait vraiment, on part de rien puis on fait nos reines. C'est ça. Fait qu'on est un peu autosuffisant à ce niveau-là. Malgré qu'on est au Québec. Fait que, on peut pas faire des reines, il faut qu'il fasse beau faire des reines. Fait que tu fais pas des reines au mois d'avril, au mois de mai, c'est très touché. On peut commencer à en faire, mettons, à partir. Là, j'ai commencé la semaine passée. Genre mes reines, mettons, aux alentours du 10 juin.
Mais tu sais, c'est quand même tard, là. La saison est déjà commencée depuis un bon moment. Fait que, tu sais, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va acheter des rennes à l'extérieur pour se dépanner. C'est que c'est de l'importation, là. Comme là, on a pris des rennes de l'Ukraine, qui viennent de l'Ukraine. C'est des gros producteurs apicoles, des rennes de l'île d'Orléans. Puis on fait ça, en fait, dans le but d'essayer d'avoir le plus de ruches possible pour pallier à la perte qu'on s'attend. Parce qu'en fait, on s'attend à avoir les pertes qu'on a eues cette année, on s'attend à avoir les mêmes choses l'année prochaine. C'est ça. C'est triste, mais tu sais, ce serait faire l'autruche de dire qu'on n'aura pas de pertes l'année prochaine. Ben non, nous, on fait comme si on va avoir des pertes de 50 l'année prochaine aussi, pour que si on n'a pas de perte de 50 ben, on s'en en voiture pour la suite des choses. Absolument. Puis là, ben, si on continue dans la lignée de l'expansion, est-ce que vous pensez avoir une nouvelle boutique? Ben, en fait, là, on travaille avec plusieurs détaillants là, pour mettre des produits là-dedans, mais on veut pas. Notre point de vente est vraiment à Baie-Saint-Paul, sur la rue Jean-Baptiste. C'est vraiment pas mal le meilleur spot qu'on pourrait avoir dans la région. Fait qu'on on reste là, puis on est très bien là. C'est sûr qu'éventuellement, on travaille sur un projet d'expansion, là, de grossir un peu nos installations là, au niveau de la production d'alcool, au niveau de tout ce qui est stock d'apiculture, au niveau de tout ce qui est matériel. Exact. Ça vient beaucoup d'enjeux, tu sais, de logistique, bouteilles vides, bouteilles pleines. Tu sais, Sébastien l'a vu la semaine dernière, là, tu rentres, là, puis il y a du stock. On commence, puis ça fait même pas un an qu'on est dans l'opération, puis on est déjà quand même à côté dans l'espace. C'est ça, là, vous êtes Fait que, serré, moi et Alexandre, on a une vision, en fait, là, sur 3, 4, 5 ans, là, qu'on s'en va pour grossir vraiment beaucoup. C'est ça, exact. Puis peut-être en terminant, je sais que quand on s'était rencontrés il y a de cela quelques mois, vous aviez un projet de visite, donc vraiment dans votre installation, puis éventuellement que les gens puissent voir les abeilles jusqu'à la fin du produit. Est-ce que c'est toujours... Les visites, en fait, là, on attend les autorisations là, pour être sûr qu'on a tout est possible avec la santé publique au niveau... pour encore, parce qu'avec la pandémie, on a comme été bloqué un petit peu au niveau des visites dans les lieux de production. Fait qu'on veut vraiment vérifier tout ça, mais ça risque d'être opérationnel là, dès juillet, en fait. On veut faire des visites avoir une plage horaire à chaque journée. 7 jours semaine, on a une plage horaire. Puis les gens vont pouvoir venir visiter cette plage-là. Fait qu'on va pouvoir le faire éventuellement, oui. Puis est-ce que vous pensez devenir économiser ou ça, c'est éventuellement, peut-être. On ne sait pas ce que le vent nous mène, là, mais dans nos agrandissements, dans tout ça, il y a une possibilité qu'on est en train de regarder pour peut-être... les gens, ça les passionne, l'abeille. C'est vraiment passionnant. On peut en parler pendant des heures, des journées même. En fait, c'est un sujet incroyable. Fait que c'est pour ça que l'aspect économiser, je dis pas, je suis ouvert un peu à tout, mais je dis pas que dans 10 ans, il n'y aura pas d'économiser avec Saint-Paul à l'abeille, parce qu'on ne sait pas ce que ça va nous mener, puis c'est un monde passionnant. Mais on s'enligne pour les prochaines années, là, essayer de devenir un pilier du terroir charlevoisien. Anthony Dufault, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.